connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que tout va bien de votre côté. Ma complice du jour, vous aviez pu l'entendre dans les épisodes d'un pilote presque parfait et en solo dans les excellents formats courts de la saison des séries Express. Il s'agit de Solène. Salut Solène. Salut Junior. Tout va bien ? Oui, très bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette série toute récente. Voilà, c'est le baptême du feu pour Solène et on a bien choisi, puisqu'on va parler scatologie. Au programme aujourd'hui, on va évoquer une fiction française, Fiasco, mini-série qui a débarqué sur la plateforme américaine Netflix le 30 avril 2024. C'est une co-création de Igor Gottesman et de son ami, ancien pensionnaire de la comédie française, Pierre Ninet. Nouvelle collaboration pour ce duo après les formats courts Casting pour Canal+, et après le succès du film Five, déjà réalisé par Gottesman il y a maintenant 8 ans. Une énorme promotion dans plein de médias pour cette fiction, au casting imposant, Ninet, Civil, Nakache, ou encore des apparitions de Vincent Cassel, de l'humour gras, très gras, des punchlines improbables, du politiquement incorrect, des mensonges à foison, des nazis, des vikings, du cul et un peu d'amour aussi. Ce programme détonnant fut-il un mélange gagnant ou un cocktail franchement écœurant? Des éléments de réponse à cette question et à plein d'autres, juste après un premier extrait de la série Fiasco. Action! Voilà. Si je me loupe, j'aurai pas d'autre chance. Ce sera mon premier et mon dernier film. Ça va le faire là, faut que tu te reboostes hein. Oublie tous les gens qui disent que t'es qu'une merde sans aucun charisme. Hein? Pourquoi qui dit ça? Non mais personne, mais... Les gens à l'internat quoi, au village, ta famille aussi. Bon allez, super. T'as bien fait de passer toi, c'est comme ça que tu me remontes le moral? Faut que tu t'affirmes. C'est toi le patron. C'est moi le patron. Allez, vas-y. C'est moi le patron. C'est bien, c'est comme ça que tu vas leur dire. Drame qui frappe le tournage du film. Injurieux et misogyne. Oh putain. Aucun réalisateur n'a le droit de se comporter comme ça. Espèce de porc. Robin Jacomet ne cautionne pas ça. Jean-Marc, c'est quoi cette putain de vidéo? Quelqu'un d'équipe essaie de nous niquer de l'intérieur. Eh ben c'est fini, banqueroute. Ok, il faut que je te demande un truc très important. Tu vas te faire passer pour un producteur fortuné auprès de Jean-Marc. Simple, on fait sobre le plus crédible possible. Amen. Pour celles et ceux qui ne t'ont peut-être jamais encore entendu dans ce podcast, Solène, on va apprendre un peu à te connaître. Déjà, une question toute simple, générale. Est-ce que tu as l'habitude de mater des séries françaises? Et si oui, est-ce que tu peux nous en citer que tu as adoré ou que éventuellement tu suis en ce moment? Alors oui, je regarde des séries françaises, en tout cas ça ne me rebute pas sur le papier. Après, est-ce que j'ai l'habitude, je sais pas, je regarde pas toutes les séries TF1 par exemple, j'en regarde quelques-unes, mais voilà. Dans les séries françaises, moi, que j'ai pu adorer, mais qui sont quand même du coup un peu anciennes, je vais te parler de Un village français, que j'avais trouvé vraiment top. 10% aussi, que j'avais beaucoup aimé. Et si on peut essayer de trouver une série française qui se rapproche un peu de celle dont on va parler aujourd'hui en termes d'humour et tout, moi j'avais bien aimé Le Flambeau, plus que La Flamme. Ah, donc voilà. On est fait pour s'entendre, moi c'est l'exact inverse. J'ai préféré La Flamme au Flambeau. C'est parfait, on est fait pour s'entendre. Commence bien cette émission. Non, mais ça fait du bien d'entendre ce discours-là, Solène, parce que j'ai la chance de pouvoir discuter avec des fans de notre émission. Vous pouvez d'ailleurs m'envoyer des messages. En MP, je prends toujours le temps de répondre, même si c'est tard, mais je réponds toujours. Et comment dire, il y a des opinions qui reviennent tout le temps. C'est de dire « Ah non, moi, les séries françaises, c'est vraiment pas mon truc. De toute façon, c'est toujours mauvais, c'est toujours raté. » Il y a quelque chose, justement, d'être rebuté, quelque chose de fermé, quelque chose de « Ah non, je veux pas en entendre parler ». Tout de suite, on va clouer au pilori quelque chose qui est produit dans nos frontières. Mais je crois qu'il y a un vrai enjeu au niveau du jeu d'acteur, en fait. Parce que quand on regarde une série en VO, on est peut-être un peu moins attentif à la manière de jouer, et donc on est plus dans lire les sous-titres ou ce genre de choses, alors qu'en français, vu qu'on comprend tout,
on est hyper attentif et donc on se dit ah c'est hyper mal joué, les Français ils sont toujours mauvais machin, alors qu'en fait non, on a des très bonnes séries en France et il faut le reconnaître aussi quoi. Il y a quelque chose ça sonne faux quand les acteurs jouent en français et on préfère les sonorités anglo-saxonnes avec cette langue beaucoup plus musicale à l'oreille. Je l'entends, je comprends, mais j'aime pas qu'on critique fortement négativement au point d'être fermé et de ne jamais donner la chance à son produit. Moi, c'est ça, sous prétexte que c'est français. Ah non, je donne pas sa chance au produit. Ça me donne de m'agacer. Alors, je regarde énormément de films français. Peu de temps avant d'enregistrer, d'ailleurs, j'ai encore vu Nous les Leroy. C'est un film que je vous recommande. Ouais, super. Vraiment, il est excellent, de Florent Bernard. Voilà, sur les séries françaises, il m'arrive d'en regarder. J'ai un amour inconditionnel pour la série Engrenage, vraiment que je vous recommande. Tout le monde adore Audrey Fleurot parce que HPI, moi je l'aimais déjà il y a plus de 10 ans en tant que Joséphine Carlson dans Engrenage, elle est extraordinaire. Et moi je l'adorais dans Un village français. Voilà, donc toi tu es plus team Hortense Larcher. Ok. Oui. Okay. Mais justement, elle a toujours ces rôles ambigus et tordus et cette zone de gris perpétuel qu'elle joue divinement bien, et je trouve que c'est là où elle est meilleure. Elle est bien meilleure là-dedans qu'en Morgane dans HPI. J'aime beaucoup aussi La Flamme, évidemment 10%, qui est un incontournable des séries françaises. Et puis pour citer des séries auxquelles on ne pense pas forcément, peut-être qu'on fera une émission si vous voulez un jour, mais j'ai une affection particulière ces dernières années sur une série qui est très classique. C'est pour France 2 et ça s'appelle Astrid et Raphaël. Voilà, avec Lola Devers qui a joué plus récemment dans Mademoiselle Holmes pour TF1. Et j'aime beaucoup aussi Sarah Mortensen dans sa composition d'un personnage autiste qui aide la police sur ses enquêtes. C'est très classique, c'est très académique, mais l'amitié qu'il y a entre les deux personnages principaux, ces deux femmes, Astrid et Raphaël, est vraiment sublime à regarder et à observer sur plusieurs saisons. Donc je vous la recommande sur France 2, c'est dispo sur le replay d'ailleurs France.tv. Allez, on attaque vraiment la série au centre de notre émission. Et Solène, est-ce que tu peux nous faire un résumé de la série Fiasco? De quoi ça parle s'il te plaît? Oui, alors Fiasco, c'est l'histoire de Raphaël Valande qui réalise son premier film. Il est hyper attendu ce film parce qu'il a eu des très bons acteurs dans son casting et ça va raconter l'histoire de sa grand-mère résistante qui traverse les époques. Donc c'est pour ça qu'on va avoir une époque viking, une époque à la préhistoire, etc. Sauf que évidemment rien ne va se passer comme prévu, les problèmes s'enchaînent, le tournage vire au cauchemar. Et la série, elle est tournée sous forme de documentaire pour en fait essayer de deviner qui a saboté le tournage du film. Et donc, on va avoir des plans d'interview des personnes présentes sur le tournage pour savoir un peu ce qu'il en est, quoi. Au casting, Pierre Ninet, François Civil, Géraldine Nakache, Pascal Demolon, Leslie Medina, Juliette Gasquet, Louise Codelfi, Igor Gottesman lui-même et Marie-Christine Barrault, entre autres. Ils sont très nombreux. Une question toute simple, qu'est-ce qui t'a donné envie de mater Fiasco? Est-ce que tu l'attendais avec impatience? Est-ce que tu avais vu les bandes annonces, les promos? Enfin, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a amené à cliquer, à lancer cette série. Alors moi, il y a 2 prénoms qui m'ont suffi à cliquer. C'est Pierre et François, donc Pierre Ninet et François Civil. Je me demande bien pourquoi. Il ne m'en fallait pas plus. Non, en vrai, j'attendais cette série avec impatience parce que en ce moment, j'avais besoin d'une série un peu idiote, zéro prise de tête. Et en voyant Igor Gottesman qui réalise une série avec François Civil et Pierre Ninet, je me suis dit, ça va typiquement remplir ces conditions-là. Moi, on en avait parlé dans ton podcast, le film qui a changé ma vie. J'avais adoré Five et donc je savais que j'allais être le bon public. J'attendais avec impatience et le soir où c'est sorti, on a maté la série avec mon chéri, quoi. Très bien. Eh ben, moi, évidemment, il y avait ce souvenir de l'émission, en effet, qu'on a pu faire ensemble, de Five, que j'ai vu 2 fois, que j'avais vu au cinéma. Et j'ai revu récemment pour enregistrer un peu notre podcast. Et puis, c'est drôle parce que, oui, j'avais envie de la lancer. Je peux pas dire que j'étais impatient parce que le peu d'images que j'ai vues me rappelait quelque chose. L'humour un peu de Canal+, un peu absurde et tout. Je me suis dit, bon, par pure curiosité. Et ce qui joue pour elle, c'est qu'elle est courte. Donc je me suis dit, allez, on va se l'enchaîner au moins. On est dans des chaussons avec des visages bien identifiés. Donc pourquoi pas. Vraiment, je l'ai lancé en mode... Pourquoi pas, sans plus, je vais me poiler. Alors pour le coup, moi j'avais vu aucun extrait, donc j'étais juste, c'est le casting que j'aime,
j'y vais quoi. Tant mieux alors, parce que ça aussi, ça peut jouer sur comment on reçoit les blagues. Allez, partons sur un avis global. Qu'as-tu pensé de Fiasco ? Alors, je tiens à préciser que je ne sais absolument pas ce qu'elle a pensé. Solène voulait rien me dire, elle n'a rien laissé transparaître. Je vous jure, Poker Face. Alors, Solène, dis-nous tout. Est-ce que tu as aimé cette série ? Alors, si je suis totalement honnête avec les auditeurs et auditrices, j'ai pas trouvé ça ouf. Mais franchement, rien que pour François Civil, il faut regarder cette série. Non mais, il est beau dans toutes les situations. Et il est très bon acteur, au-delà de sa beauté. Madame, alors je vais faire l'hypocrite de service dont vous connaissez tous les crushs maintenant depuis 4 ans de podcast. Mais madame, il est beau, c'est bien, mais est-ce que son personnage est intéressant ? Est-ce qu'il est bien dedans ? Alors, franchement, il joue très bien. On peut pas lui enlever, mais tout comme Pierre Ninet joue extrêmement bien. En un regard caméra, Pierre Ninet, il arrive à t'embarquer dans son personnage de nul. Donc, pour le jeu des acteurs, parce qu'on peut quand même souligner ça, le casting est bon, la série est bien. Et même, il y a une actrice que moi, je connaissais pas du tout, on en reparlera, je pense, qui joue la stagiaire. Ah mais alors moi j'ai été bluffée par elle quoi, vraiment impressionnée. Elle est trop mimi, n'y voyez pas de la condescendance quand je dis ça, mais en fait j'adore sa façon de jouer parce que j'ai regardé un peu, ça m'intriguait l'âge qu'elle a. Elle a 18 ans mais on dirait la stagiaire de 14 ans de 3e en fait. Bah ouais c'est clair. Et elle est trop mimi. Et donc je trouve qu'au niveau du jeu d'acteur, si on reproche souvent aux séries françaises d'avoir des mauvais acteurs, là, on peut pas reprocher ça. On peut reprocher des choses sur l'écriture des blagues, mais bon, on va y venir. Ça, il y en a des choses à dire. Alors, je vais essayer d'être très transparent. Pour préparer cette émission, évidemment, il faut regarder la série, éventuellement prendre des notes. Je m'étais dit, je vais la regarder une fois pour le plaisir, parce que c'est 7 épisodes de 30 minutes en moyenne, donc ça se mate très vite, en moins de 4 heures, c'est fait. Mais je l'ai fait, j'ai regardé, j'ai pas pris beaucoup de notes, et j'ai pas trouvé le courage de relancer la série, donc déjà c'est pas bon signe. Et puis je me suis pourtant dit, allez, tu vas regarder au moins le premier épisode, le dernier. Ça non plus, j'ai pas réussi, donc c'est pas bon signe. Donc pour caricaturer, j'ai aimé au début, les 3 premiers épisodes, je dirais, et après ça se répète tellement que ça me lasse et que ça me gave, et après je crois que la série m'a eu à l'usure, et le 7e épisode j'ai bêtement rigolé tout du long. Il y a vraiment une scène de course-poursuite ridicule, et en fait je suis sorti de là, j'ai coupé, je me dis j'ai pas retenu grand chose, mais je me suis marré, ça m'a autant fait marrer que j'ai trouvé que ça sombrait dans la médiocrité, et à l'arrivée, pour moi c'est pas réussi quoi. Mais tu as raison Solène, l'acting sauve beaucoup de choses. Ah ouais. Ce serait vraiment justement un fiasco total, sans vilain jeu de mots, si en plus l'acting était désastreux. Ton bilan, c'est que t'as pas aimé quoi. Ah non. Plus le temps est passé après le visionnage, plus je trouvais ça vraiment mauvais quoi, avec le recul. Bon, j'essaierai d'être un peu l'avocat du diable alors. Pardon Raph, c'est parce que j'essayais d'être plus franc du collier comme ta grand-mère, vu que tu m'as dit de... Ah oui, oh là, non mais très bien. Et ben voilà, ça c'est le personnage. Et mais c'est bien. Et ben si tu vas, on y va méthode acting. Tu peux même m'insulter si tu veux. Mais arrête avec ton anecdote là, putain, y a aucun rebondissement, on se fait chier, c'est long, tu prends des plombes. Avec ta tête de suricate, la grosse merde. Oh, il y a la physique et tout. Ok, trop bien. Bah écoute, c'est top, on a la note. Pour moi... Excusez-moi de vous déranger. Eh ben, tu nous déranges pas alors, connasse. C'est une joke ça ou... On comprend rien quand tu parles. Avec ton accent de poufiard, ça articule. Ouais, on te les syllabes là. Non, on comprend. Bah, elle a vraiment un esti de problème cette fille-là. Ouais. Ta gueule. Non, c'est un exercice, elle sait pas, donc... Alors c'est bien Christian Bale, mais peut-être... on va... Tu fermes ta gueule toi aussi. Allez. Lémurien. Salope. La série est vraiment chorale, il y a beaucoup de personnages. J'en ai sélectionné quelques-uns, comme j'ai pu le mettre dans le conducteur. Comment on peut les décrire en 2-3 mots ? Je tiens à préciser d'ailleurs qu'il y aura des spoilers dans cette émission, donc si vous n'avez pas vu la série Fiasco, si vous n'avez pas vu Five non plus, vous serez spoilé par exemple, donc voilà. Ou Family Business aussi, parce que c'était déjà Igor Gottesman, et donc il y a des choses qui se rejoignent dans les 3. Sur les personnages, le personnage principal c'est Raphaël Valande, donc, qui est joué par Pierre Ninet, donc, qui est réalisateur et qui donc, met en scène son premier film. En fait c'est ça qui est difficile dans cette série, c'est que moi j'ai pas eu
un personnage où je me suis attachée à fond. Donc Raphaël, il est passif, il est indécis, il subit toutes les situations possibles qu'on lui amène sur son plateau de tournage, quoi. Oui, c'est vraiment pénible. J'avais fait un tweet là-dessus. En fait, il est absolument tout sauf taillé pour être réalisateur, pour donner des ordres, des directives, pour dire aux gens quoi faire. Il s'écrase dès que quelqu'un le rentre un peu dans l'art pour dire je suis pas d'accord avec tes choix, faut faire autrement. Il n'arrive pas à s'imposer, à dire ce qu'il pense comme il le sent, à s'affirmer, à se faire respecter. Il est vraiment, en plus, limité, on a l'impression, parce que écrasé par le poids de son projet de toute une vie de réaliser un film, quoi. Moi, je trouve qu'il a un petit côté Michael Scott. Ouais, voilà. Ça, c'est la référence de Gottesman et Ninet, hein. Ils l'ont dit dans une interview. Ah bah voilà, tu vois. Ils adorent The Office, que ce soit la version anglaise avec Ricky Gervais ou la version américaine avec Steve Carell, hein, vraiment. Bah, ça se voit dans la réalisation, hein, que c'est très avec des regards caméra, on voit la caméra qui fait le reportage. Ça m'a énormément fait penser à The Office et c'est aussi pour ça, je crois que j'aime bien un peu dans le fond cette série. Mais il n'y a pas un attachement aussi fort dans les personnages de Fiasco que je peux avoir dans les personnages de The Office. On poursuit avec quel personnage ? On peut parler de Ingrid, oui. qui est donc le personnage principal du film, réalisé donc par Raphaël. Donc elle va jouer la grand-mère de Raphaël dans le film, qui est la belle actrice dont Raphaël est fan depuis qu'il a 14 ans. Il avait des posters d'elle dans sa chambre, etc. Comme je le comprends. Elle est sympathique en vrai. Elle est mignonne. Elle est très patiente avec Raphaël. Mais en fait, tout le long, je me dis, qu'est-ce qu'elle fout là ? Parce que tous les personnages sont tarés. Et elle est normale en fait. Et tu te dis, mais pourquoi elle reste là à subir ce genre de situation ? Bon, bah voilà. C'est celle dont la mule est moins chargée, en effet, à part Elvry dans le premier épisode, où elle part dans une engueulade spectaculaire, parce qu'en fait, elle applique des consignes données par Raph, par Pierre Ninet. Mais bon, sinon, c'est vrai que elle reste assez dans une interprétation rectiligne, oui. Oui. Après, dans les autres personnages, on va avoir Tom, Barthabé. Je sais pas si tu veux qu'on différencie les deux. Tu peux faire les deux, hein. Je ris parce que Barthabé, c'est improbable. Tu allumes ton Netflix, tu regardes le résumé de l'épisode, tu vois Barthabé dedans, tu rigoles. Alors, Tom, c'est le meilleur ami de Raph, donc c'est son ami d'enfance qui rêve de devenir acteur et qui fait tout pour répondre aux désirs de Raph, pour essayer enfin d'avoir un premier rôle, puisque son meilleur ami réalise un film. Pour lui, c'est évident qu'il va devenir acteur, quoi. Et il va avoir un deuxième rôle, donc qui est joué par François Civil, hein, Tom, et François Civil va aussi jouer le rôle de Barthabé, qui va venir dans la série faire croire qu'il a beaucoup d'argent en fait pour investir dans le film, parce qu'à un moment donné, les investisseurs se retirent du projet puisqu'il y a trop de problèmes sur le tournage. Et donc Raph va demander à Tom de jouer un investisseur pour pouvoir continuer à tourner. Et donc il va devenir Barthabé, qui est un personnage haut en couleur, inattendu, avec des réactions parfois très surprenantes, quoi. Oui, puisque les personnalités de Tom et de Barthabé vont à un moment donné se mélanger, se confondre, au point que Tom n'arrive plus à s'y retrouver. Et quand il agit, parfois c'est en tant que Tom et parfois en tant que Barthabé. Complètement, justement, starbé celui-là. Ouais, mais c'est peut-être le meilleur personnage quand même de la série. Ah bon ? Oh là là, si tu le dis alors. C'est qui ton personnage préféré ? Je suis pas sûr d'en avoir vraiment un. Je trouve justement la stagiaire, dont j'oublie le nom, pardon. Gabrielle, c'est le nom du personnage, mais le nom de l'actrice, Juliette Gasquet. Ah, voilà. Et elle est vraiment toujours dans le souci de bien faire, en fait. Et la pauvre, on l'envoie à gauche, à droite, c'est n'importe quoi. J'aime bien son interprétation, comme celle de Géraldine Nakache aussi, en assistante première réal. Voilà, c'est un peu mes chouchoutes. Pierre Ninet aussi, par certains aspects, je suis pas objectif parce que je l'adore depuis comme des frères, mais il y a des moments où je me rappelle pourquoi je l'adore, donc ça rattrape un peu son perso qui aura des pâquerettes. Ouais. Bah justement, sur le personnage de Géraldine Nakache, donc elle joue Magali, donc qui est première assistante réalisatrice du coup. Elle donne sa vie à son boulot à tel point qu'elle est en manque cruel d'affection et de sexe surtout, et ça elle le répète à longueur de temps, on le voit bien. Ouais. Et elle fait tout pour sauver le projet et elle est très fidèle, moi je trouve, que ce soit auprès de Raph
ou auprès de Jean-Marc, qui est l'investisseur, je ne sais pas comment on dit, sur Oui, le producteur. Le producteur du film, parce qu'elle va essayer de tout mettre en place, quitte à cacher leurs plus grosses conneries, parfois hors la loi, pour que le film puisse être produit dans les meilleures conditions. Et donc, elle a une fidélité un peu à toute épreuve pour eux, je trouve. Plus, ce que j'aime bien, ça peut paraître idiot, mais elle est pas là pour être... Elle en manque de sexe, mais elle est jamais sexualisée, elle est jamais sexy, elle est toute nature, elle est simple, et surtout, elle dynamise aussi le rythme du tournage. T'as l'impression que sans elle, ça va s'endormir à l'image du réalisateur Raphaël. Et ça, je trouve ça très sympa qu'elle amène cette dynamique-là. Et pour la petite histoire, c'est pas étonnant que Géraldine Nakache ait eu le rôle, elle a passé un casting et il se trouve qu'elle a déjà exercé cette activité-là d'assistante réalisatrice puisqu'elle était assistante réelle sur Les Guignols de l'info. Ah ouais, purée, c'est ouf. Et ce qu'elle répétait sans arrêt, c'est « pas d'humain dans le champ, pas d'humain dans le champ », puisqu'il fallait qu'on voit les marionnettes. Donc elle avait déjà ce côté-là de gueuler sur tout le monde pour dire quoi faire, où vous placer, etc. Ah ouais, bah franchement, elle est super dans son rôle et donc elle est assistée par le personnage de Gabriel, donc qui est stagiaire de 3e sur le tournage et qui est pas du tout en observation. Hein. On va lui demander de faire un tas de trucs et justement, vu que c'est la première fois qu'elle se retrouve dans ce milieu-là, elle a vraiment le souci du détail et le souci de bien faire et cette actrice, moi je l'ai découvert dans la série, elle est vraiment top et on a vraiment l'impression qu'elle a 14 ans quoi. Tu dis qu'elle en a 18, moi ça m'aurait pas étonné de voir qu'elle avait 14 ans quoi. Attends, il y a 50 000 euros là? Non, il n'y a pas tout là, j'ai pas pu tirer plus avec les plafonds de vos cartes. Il y a 9 998,50 euros. Quoi, 50? Mais c'est quoi ce montant? Oui, pardon, j'ai fait une petite crise d'hypoglycémie pendant les allers-retours à la tirette. Si tu prends un croissant aux amandes. Putain, quelle galère. Ah non, mais vous inquiétez pas, je vais vous le rembourser. Non mais je m'en fous de ton croissant. Je te parle de l'argent là. Tu m'en as pris un? Ah non, j'avoue, j'ai pas pensé. C'est moi qu'il me reste encore un peu de temps. Ah bah non, elle est fermée la boulange maintenant. Arrête avec ton croissant là. Je te parle du temps pour trouver l'argent, moi, Gabriel. Oui, pardon, oui. On peut ajouter aussi donc Jean-Marc Pascal Domolon, qu'on a pu voir déjà dans Five, qui lui est le producteur. Alors, il faut savoir qu'en fait, il y a un duo d'investisseurs. Il y a lui et son ex-femme, Nora, avec qui ils ont vécu 15 ans. Bon, il y a tout un jeu de pouvoir où elle n'a pas envie de rester parce que c'est le fiasco, justement. Du coup, on perd une grosse donatrice. Et il y a des antécédents en plus au niveau personnel, puisque Jean-Marc a trompé son ex-femme avec un homme. Ça aura des répercussions d'ailleurs pour plus tard, notamment auprès de Tom Bartabé. Et on peut rajouter évidemment la grand-mère de Raph, puis Raph qui a aussi une sœur et un frère, ils sont issus d'une famille d'agriculteurs en fait, et Ludivine qui a des soucis visiblement... De la laine. Voilà. C'est la maquilleuse Ludivine, c'est la maquilleuse sur le tournage. Ouais. Et bien évidemment, l'un des persos les plus importants, Slice, le réalisateur, du making-of sur la série. Ouais, et donc qui est joué par Igor Gottesman lui-même. Lui, il est hyper propre sur lui. Il est toujours bien mis en avant dans la série. Oui, en effet. Il se donne le beau rôle encore, Igor Gottesman. Quoique, peut-être y a-t-il une bascule, on va y arriver dans cette émission. Vous remarquerez que dans l'intro et dans tout ce qu'on vient d'évoquer, ça vole pas très haut. Et j'aimerais justement qu'on mette des mots sur cet humour Solène. Comment on pourrait le décrire pour celles et ceux qui n'ont pas vu la série? Et j'aimerais savoir si ça a fonctionné à plein régime sur toi. Pour décrire l'humour, moi j'ai envie de dire que c'est l'humour Gottesman en fait. Hein. On l'avait déjà dans Five, on l'avait dans Family Business. Alors il marchait beaucoup mieux dans Family Business ou dans Five. C'est un humour d'exagération, un humour de situation en fait. C'est des situations où tu te dis mais comment la personne elle en est arrivée là? Parce qu'il n'y a rien de logique, il y a rien... quelqu'un de sensé ne peut pas se mettre dans ce genre de situation. Et donc ouais, pour moi ça rejoint beaucoup l'humour à la The Office avec Michael Scott dans The Office et la Raph dans Fiasco qui subit en fait toutes les situations et qui essaye de faire au mieux pour satisfaire tout le monde, pour que tout le monde l'aime, et au final il se met dans des situations pas possibles quoi. Il se plante, on ne peut pas contenter et satisfaire tout le monde, en plus avec un réalisateur Raph qui pourtant il est bienveillant et tout ce que vous voulez, mais il se met tout seul en difficulté à trop vouloir faire le bien autour de lui, et c'est ce que Gottesman et Niné expliquaient, ce qu'ils ont adoré faire, c'est pousser le cringe au maximum, pousser la gêne,
pousser le malaise au maximum. Après, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Ça m'a beaucoup rappelé, évidemment, dans les séries plus récentes que j'ai pu voir, La Flamme ou Le Flambeau, d'avoir un personnage un peu bené sur les bords, un peu fébrile. Cet humour-là, il a marché sincèrement, je vais pas vous mentir, pendant 3 épisodes. À partir du 4e, pour moi, ça se répétait inlassablement. Et tu vois le fait que le train va dérailler systématiquement, jusqu'à, comme je le disais, je crois que je devais être usé, fatigué par ça, jusqu'à m'effondrer de rire sur le dernier épisode, tellement c'était absurde. Il faut aimer et embrasser finalement cet humour totalement absurde pendant 7 fois 30 minutes. Mais moi, tu vois, il y a des blagues qui ont fonctionné sur moi, notamment dans l'écriture. Mais en fait, j'aurais aimé qu'elle soit pas poussée. Tu vois, la blague sur Amadou et Mariam, par exemple. Moi, j'ai entendu Pierre Ninet s'exprimer en disant il va falloir amadouer Myriam, mais j'ai ri de suite, instantanément, j'ai rigolé en me disant MDR, amadouer Mariam, quoi. Et mon mec qui connaît pas le groupe a fait pause en me disant mais pourquoi tu ris, il y a rien de drôle là. Et donc je lui ai expliqué la vanne et ensuite il l'explique dans la série. Et en fait, moi, il l'aurait pas expliqué dans la série. Moi, j'aurais été morte de rire et en fait, ça passait crème en fait pour n'importe qui, alors que du coup de l'expliquer après, je trouve que ça vient rajouter encore un truc qui est pas nécessaire, parce que tu l'as saisi au vol, tu trouves ça hilarant, tu la saisis pas, bon bah la série continue tant bien que mal, tu vois. D'où la réaction dans la foulée du producteur bah ça tombe bien, je connais le producteur d'Amadou et Mariam, je vais les appeler. Ouais. J'ai gardé un émetteur de la régleuse cascade sans faire exprès. Et c'est ça qui a provoqué l'accident, c'est pour ça qu'elle a le pied coupé, c'est ma faute. Et donc tu vas faire toutes les conneries possibles? Ah, je sais, j'ai merdé. Oh là là, c'est la tuile là. Il faut surtout pas qu'il porte plainte. Mais non, il faut surtout pas qu'il porte plainte, non. Il faut absolument amadouer Marianne. Ok, est-ce que t'as des preuves qui t'incriminent? Il y a l'émetteur, ouais, cet émetteur. Faut qu'on le détruise. Faut qu'on le détruise. Jean-Marc, t'es avec nous là? Ouais. Oui, j'appelle juste Fabrizio. On se connaît bien, on s'adore. C'est le premier mec avec qui je suis sorti après mon divorce. On s'en fout, enfin... Oui, mais t'as besoin de l'appeler maintenant? Eh ben oui, c'est l'impresario d'Amadou et Mariam. Et Rafa dit, il faut Amadou et Mariam. Mais j'ai pas dit ça, moi. Non, j'ai dit, il faut amadouer Marianne, la maman de Joséphine, pour pas qu'elle porte plainte. Donc... Ok, désolé, voilà. Moi, c'est trop pour moi. Moi, j'ai la cafetière qui chauffe, là. Je comprends plus rien. Hey, Gianmarco! Puis évidemment, il y a tout ce qui est scatologique, pipi, caca. Alors, je lève les yeux au ciel parce que, honnêtement, moi, ça me fait rire. Les blagues de scato, franchement, ça me fait rire. Mais là, je n'ai pas rigolé parce qu'en fait, on a déjà une blague là-dessus dans Five. On a déjà une blague là-dessus dans Family Business. Bah, en fait, je vois ça dans Fiasco, je dis, en fait, il sait rien faire d'autre, quoi. Donc, tu n'as pas aimé le fameux épisode 3 de cette promo, en fait, de Raph avec Ingrid, et il me semble, c'est le producteur, Pascal Domolon, face à Claire Chazal, en fait. Non, franchement, la scène m'a pas du tout fait rire parce que je me suis dit qu'en fait, il avait la possibilité de faire plein d'autres choses en termes de vannes, mais qui revient toujours aux blagues sur le caca. Alors, peut-être qu'il veut en faire sa marque signature, Igor Gottesman, j'en sais rien, mais... En fait, à un moment donné, c'est bon, on l'avait déjà eu, la diarrhée fulgurante dans Family Business. On n'a pas besoin de l'avoir une nouvelle fois et de savoir que oui, c'est bien lui qui fait des blagues sur la merde. Ça va, on a saisi. Moi, ça m'a pas fait rire du coup. Je comprends ta lassitude parce que j'ai pas vu Family Business, moi, mais j'ai regardé un peu un truc tout con, la date de naissance de Gottesman. On est de la même année. Donc on a grandi avec les mêmes choses. Faut pas chercher, ce mec-là a grandi avec les American Pie, avec les Judd Apatow. Il s'est nourri de ça se voit. Ouais. Et il faut que ça ressorte, quoi, sans faire de vilain jeu de mots encore une fois. L'émission du jour est très classe, je vous ai pas dit, mais ça va être que ça. Moi, ça m'a même plus surpris. Évidemment, on repense à Five avec le François Civil qui coule en bronze sur le pas de la porte du voisin d'en bas. Tout est de l'ordre, pour moi, du fantasme. Il a le fantasme de Claire Chazal. Quand t'es petit, t'as grandi devant le 20h de Claire Chazal. Ouais. T'as le fantasme de de faire des scènes à l'American Pie. Moi non plus, ça m'a pas fait rire et tu le vois arriver en plus. En plus, tu le sais tout de suite parce que justement, il y a une scène avec le cuistot du tournage qui dit qu'il va se venger d'un truc. Du coup, tu sais qu'en fait, s'il fout quelque chose dans la nourriture, tu te doutes bien que ça peut être qu'un laxatif, quoi. On est d'accord. On va revenir sur le rôle du cuistot et de cette personnalité. Ouais. Alors moi, je m'explique.
et sur le quiproquo, sur le bad buzz, la situation, tout ça. Et ça se passe plutôt très bien en fait. Si bien que même je fais une assez bonne vanne d'entrée de jeu et elle fait mouche. De pouvoir enfin tirer ça au clair. Chazal, si vous me pardonnez le jeu de mots. Bref, il s'agit surtout de quelque chose qui a été sorti de son contexte. Et quand on sort d'un contexte très vite, et on l'aura tous remarqué, très vite sur les réseaux sociaux, ça peut prendre une tournure... Pardon, j'ai juste oublié quelque chose, je reviens, excusez-moi. Alors, avant de donner peut-être la parole à Huguette Valente, bien sûr, un mot peut-être de vous, Jean-Marc Tarosian, oui. Merci Claire. Je voulais simplement vous dire que nous avons la chance d'avoir avec nous une femme dont le passé est extraordinaire. Une femme qui a sauvé des centaines de juifs pendant la guerre. Excusez-moi, j'ai toussé 2 fois. Il y a différentes thématiques qui ont été abordées, dont celle qui tient à cœur, c'est l'amitié. À quel point Tom, finalement, dans sa relation d'amitié avec Raph, ça compte énormément. Ouais, je vais t'aider, mec, t'inquiète pas, je vais te sortir de la merde. J'aimerais beaucoup savoir ce que tu as pensé de ça, de finalement à quel point ils s'entraident, parce qu'il y a l'amitié aussi au centre du projet. En fait, moi j'ai beaucoup aimé la relation de Tom avec Raph, mais je sais pas si j'ai aimé la relation de Raph avec Tom. Parce que je trouve que Tom, il est dans un dévouement ultime en fait pour Raph. Il est capable de se foutre dans des situations pas possibles pour l'aider, donc en jetant le boîtier là où il se fout à poil pour essayer un maximum de jeter le boîtier de la cascadeuse, en prenant le rôle de quelqu'un de Bartabé pour essayer de trouver des financements pour ce film. Il va même jusqu'à se prostituer en fait pour aider Raph, parce que en tout cas lui entend Raph lui demander ça, alors que c'est pas explicitement ce qu'il a demandé, hein, Oui. Mais voilà. Et donc je trouve qu'il y a un dévouement vraiment ultime, et même à un moment donné il y a une scène justement sur leur amitié, alors je sais plus exactement ce qu'il lui dit, mais sur le moment je me suis dit ah bah ça c'est bien écrit et ça parle bien de l'amitié justement. Et ça rejoignait un peu le discours de Five sur l'amitié, et je trouve que en fait Igor Gottesman il est aussi beaucoup là-dedans, parce que il tourne avec ses potes, il écrit sur l'amitié et ça sent que ça lui tient à cœur quoi. Par contre, la relation de Raph avec Tom, bah elle est hyper toxique. En fait, tu te demandes pourquoi lui il est ami avec Tom. En fait, je trouve qu'il est pas ami avec lui. Il a un peu ce mec-là qui lui colle au basque, quand il le fait chier, il le dégage, et quand il en a besoin, il l'appelle, quoi. C'est ça, il y a quelque chose d'unilatéral. Ouais, en fait, il ne le voit que comme un outil dont il aurait besoin, Raph. Et c'est clair qu'on comprend pas ce qui les unit, puisque Tom lui rêve d'être acteur et compte sur son ami Raph, mais Raph ne le voit pas du tout comme un acteur potentiel, et du coup on se dit mais qu'est-ce qui les lie tous les deux? Et en effet c'est une forme d'implication plus grande du côté de Tom. Pour resituer un peu ceux qui n'ont pas vu la série, en fait il y a un boîtier qui a été récupéré par mégarde par Raph, qui était utile, très important pour une cascade, et comme ce boîtier n'était pas présent là où il devait être, il y a eu un accident au niveau de la cascade. Et comme la série s'appelle Fiasco et que Raph n'a pas de face, il veut planquer ce boîtier, s'en débarrasser, sauf qu'il finit sur une espèce de câble électrique qu'il faut faire tomber et que personne ne voit, et du coup Tom se dévoue pour faire disparaître ce boîtier. On est dans quelque chose d'un peu unilatéral, ouais. Toi, je sais que c'est aussi un sujet important pour toi. T'en as pensé quoi justement de l'amitié dans cette série? Alors, ce que j'aime beaucoup, et ce qui indéniablement doit rejaillir avec la relation d'amitié et cette co-création de Niné Gottesman, c'est qu'ils sont soucieux de faire plaisir à Raph. Ils sont soucieux d'y mettre tout leur petit cœur, chacun à leur niveau. Le producteur, Nora, Géraldine Nakache, tous ils sont soucieux du projet de Raph, même Ingrid d'ailleurs. Et c'est super mignon la façon dont c'est écrit et la façon dont c'est mis en scène. Ça, pour le coup, il y a plein de choses qui m'ont agacé, mais ça, j'ai trouvé ça particulièrement touchant en fait. Cette implication-là et ce transfert-là qui est fait sur ce scénar. Oh, mais il est trop beau, mais j'ai trop envie de le mettre en scène. Il dégage tout ça, à part Vincent Cassel qui joue un connard. Ouais, de toute façon classique, hein. Moi j'aime pas Vincent Cassel, donc... Voilà, il a cette réputation-là aussi, comme par hasard, il joue ça.
Dans le milieu, il a un côté pas facile, quoi. Évidemment, qui dit fiasco dit en fait l'enchaînement des mensonges, des contre-vérités, des fake news, et du coup le besoin de se redorer le blason, d'où les raisons pour lesquelles il voit Claire Chazal. Mais j'aimerais beaucoup t'entendre aussi sur ce que tu as pensé de la place du mensonge et le fait de s'enfoncer au fur et à mesure comme ça. En fait, le mensonge, mais dans toutes les séries, et quand ça commence comme ça, le premier truc que tu dis, c'est mais pourquoi il a menti? Parce qu'en fait, il se serait évité bien des situations terribles, mais en fait, il n'y aurait pas eu de série non plus. Donc, on va éviter de réfléchir comme ça. Ouais, il ment tout le temps comme un arracheur de dents, et ça en devient un peu... Alors, c'est risible au départ, et après, au secours, quoi. Ouais, mais en fait, tu te rends compte que c'est dans son ADN. Avec le retournement de situation par rapport à sa grand-mère, tu te rends compte qu'en fait, il a été élevé là-dedans. Et donc, lui, il ment pour être aimé à tout prix. Et c'est peut-être aussi ce que sa grand-mère, elle faisait, tu vois. Oui, et pour ne pas heurter aussi autour de lui. Toujours le souci de bien faire. Et quand tu parles de la grand-mère, d'ailleurs, ça fait penser, tu vois, ce podcast est extrêmement bien fait. Toi qui aimes un village français, forcément, ça te rappelle Hortense Larcher. Mais ah bah oui. Ce podcast est très bien fait. Quelle que soit la thématique, c'est cette répétition-là qui m'a profondément saoulé. Tu dis, allez, il va encore mitonner, il va encore s'enfoncer, il va encore se retrouver dans la merde. Il ment aussi pour s'en servir comme d'un instrument de recherche, d'enquête. Voilà, le livre d'or, par exemple, dans le dernier épisode ou quoi, tu vois. C'est redondant, moi, c'est redondant et ça me pèse. C'est marrant, 1-2 épisodes, et ça me pèse. Comme quand on regarde La Flamme, j'aime bien cette série, mais au bout de 4, 5, 6 épisodes, on a compris l'humour. Renouvelez-vous. Moi, c'est ça qui m'a gonflé. Je suis assez d'accord. Alors que moi, j'ai eu le Covid. Ça m'a rien fait. J'étais complètement asymptomatique. Je me suis même pas rendu compte que je l'avais. Dis-moi, j'avais une question. Enfin, c'est une question un peu intime, donc je sais pas si... Vas-y, pose. Oui ? Ouais. Allez. Est-ce que tu trouves que je pue du bec ? Non, j'ai jamais remarqué. Hein. Mais vas-y, souffle, pour voir. Ah non. Moi aussi. Ah non. Bah pourquoi ? Non, mais ça me gêne. Bah c'est pas grave, ça pas gêné. Hein. Non, bah si, enfin, je sais pas, c'est pas... Une petite soufflette, là. Bon, ok, mais une petite alors, hein. Bah oui. Non, franchement, ça va. Hein. Oh là là, t'es sûr, hein ? Bah je sais pas. Pas de paire de goût, pas de paire d'odorat, rien. Nickel. T'as parlé déjà de tes personnages préférés, on l'a bien compris. Les anecdotiques, les personnages les moins intéressants pour toi, en gros. Bah moi, les moins intéressants, c'est Karim et Ludivine. Donc Karim le cuistot et Ludivine la maquilleuse. Vraiment inutile. Je me suis même demandé si l'actrice qui joue Ludivine n'a pas un lien d'amitié ou plus avec Igor Gottesman parce qu'elle est dans toutes ses séries. Mais là, c'était pas utile, quoi. Oui, et puis il faut assumer ce rôle-là où on se moque d'elle par rapport à un problème de mauvaise haleine. Ouais, c'est clair. Vraiment pas très fan que la dynamique comique ne repose que sur ça. Concernant son perso. Alors après c'est drôle quand tu vois les acteurs qui reculent dès qu'elle s'approche d'eux pour leur parler, ça marche au début, mais au bout d'un moment ça saoule et surtout en fait on va y revenir par rapport au personnage de Karim et à son acteur. Tu dis en fait ils auraient pu ne pas exister dans la série, ça n'aurait pas été grave. C'est ça. Et donc à ses côtés il y a Jimo. On va faire un aparté très court. Je veux même pas dire de bêtises d'ailleurs sur l'histoire. Tu m'arrêtes, Solène, mais je pense j'ai pas re-regardé en fait parce que la lecture la première fois m'a glacé le sang, donc voilà. Jimo, donc qui fait partie de toute cette clique là, notamment connu pour être passé par l'émission de Mouloud Achour et autres. Il a cette réputation d'être l'humoriste lent à 2 à l'heure, donc c'est le cuistot. Celui qui met des laxatifs à un moment donné dans de la bouffe, d'où la scène chez Claire Chazal. Il faut savoir que ce comédien est actuellement entendu pour une histoire de viol. En Réunion. Il est impliqué pour une histoire de viol. En gros, l'histoire, c'est qu'il y a eu un rapport consenti entre un autre humoriste et une femme. Je crois qu'elle est de ce milieu-là aussi. Ouais, elle travaillait à l'époque au Paname, en fait. Donc il y a eu un rapport consenti, sauf qu'une fois ce rapport terminé entre ces deux personnes-là, Jimo est arrivé ensuite et aurait eu des rapports avec cette femme sans qu'elle se rende compte que c'était lui, en fait. Donc, viol. Voilà dans quoi il est impliqué. Donc quand on voit
qu'il joue un personnage qui en plus intoxique les autres, c'est assez déroutant et ça l'exclut en fait. Il y a quelque chose d'excluant quand on le regarde. Ouais, et alors moi ce qui me dérange pour les gens qui sont accusés, il est en jugement et tout, donc je peux pas donner mon avis, mais beaucoup de noms circulent dans le milieu de l'humour et cette histoire est sortie sur lui. Mais en fait, des dizaines et des dizaines de nanas se méfiaient déjà de lui avant. Donc, je ne peux pas croire une seule seconde que Igor Gottesman n'était pas au courant des histoires qui circulaient sur lui avant de l'embaucher pour sa série. Et donc, moi, c'est ça qui me dérange fort, c'est qu'en fait, tu fais le choix d'être aveugle ou d'être sourd, en tout cas, aux histoires qui circulent, en te disant non mais il vaudra mieux que tous les autres sur lesquels il n'y a aucune histoire pour jouer un personnage anecdotique. Alors qu'en fait, il y en a d'autres des humoristes où leur nom sort pas. Donc Oui. il aurait pu faire un choix autre et personne lui en aurait voulu, je pense. Alors que là, il se met un peu dans la sauce quand même. Oui, et on s'était tourné en 2023 et on savait, de toute façon. Voilà, donc ne vous fiez pas à sa lenteur. Voilà. C'était juste un aparté. Je voulais que vous le sachiez. Si vous lancez la série et que ces questions-là vous touchent particulièrement, vous concernent, que vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de regarder des comédiens qui sont impliqués dans ce genre d'affaires, vous le savez au moins. Ouais. Comme ça, c'est dit. Nous allons maintenant passer au lot numéro 40. Il s'agit d'un exemplaire unique de Mein Kampf, dédicacé par Adolf Hitler à Huguette Valland. Les enchères vont débuter à 500 000 euros. Mesdames et messieurs, 500 000 euros, 510 000, oui monsieur, 510 000 euros ici. 520 000 pour madame, je vous le rappelle, dédicacé formellement par Adolf Hitler. 530 000, très bien, pour le monsieur au fond avec les cheveux rasés, là-bas. Non. Ah. Alors, pardon, je me permets, les saluts nazis, c'est vraiment inexcusable, mais en plus, là, dans le contexte, ça nous embrouille pas mal la vente. Donc, s'il vous plaît, stop. Ouais. C'est une série qui est devenue aussi virale, il faut le savoir, en raison des répliques qui ont circulé. Il y a eu beaucoup de vidéos, de réels qui compilent toutes les répliques et autres punchlines improbables dans la série. Est-ce qu'il y en a que tu as retenu? Est-ce qu'il y en a qui t'ont fait rire et que tu souhaites nous partager ici, Solène? Alors celle que moi j'ai déjà réentendue par des potes ou de la famille, c'est les gougouttes à maman. Donc dans l'épisode 1 est dit par Pierre Ninet. Mais en fait, moi, elle me fait rire maintenant, mais je crois que j'ai pas rigolé sur le moment. J'étais juste un peu abasourdie de oh non, il va pas là-dedans. Oh non, mais il se met dans la merde tout seul. Enfin, vraiment, j'étais plus abasourdie de oh non, il peut pas faire ça. Moi, il y a une réplique, mais je pourrais pas te la redire de tête. C'est au moment de la vente aux enchères. Alors, elle m'a vraiment pliée en deux. C'est qu'à un moment donné, il y a une vente aux enchères de biens qui ont appartenu à des familles juives déportées pendant la guerre. Et donc, Raphaël est présent. Et en fait, les gens qui viennent acheter, on peut le dire, c'est clairement des personnes fans de l'idéologie hitlérienne, Oui. antisémite. Enfin, bon, voilà. Et il y en a un qui fait un salut nazi. Et en fait, Raphaël C'est va horrible. réagir en disant les saluts nazis, on n'est pas là pour ça, on peut faire ça, les choses correctement. Il y a un manuel de Mein Kampf, un exemplaire de Mein Kampf à vendre, mais soyons quand même corrects par rapport à la situation. Alors qu'en fait, la situation n'a rien de correct. Mais oui. Et lui, il essaye de remettre de l'acceptable dans l'inacceptable et d'une manière, mais qui m'a vraiment fait beaucoup rire, quoi. Non, mais c'est improbable. C'est beaucoup de l'humour grinçant. C'est beaucoup. J'en parlais en début d'émission. C'est pas politiquement correct. Justement, sur les histoires MeToo, sur. Tu sais, tout ce qui est d'ordre de misogyne et tout. Ouais. Ah non, il n'y aura pas de truc misogyne ici. Et là, entre les saluts nazis, sa mère qui, attention spoiler, rebondissement, la grand-mère, pardon, qui est censée être une femme résistante, d'où le nom du film, est une grosse collabo. Donc c'est improbable, c'est que ça. C'est que de l'humour un peu qui vous désarçonne, quoi. Mais moi, je l'ai aimé, ce rebondissement-là, tu vois. Alors, je m'attendais même à pire, parce qu'en fait, Raphaël va découvrir dans une pièce cachée de la maison de sa grand-mère des trésors, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas des choses qu'elle avait collectées de la guerre, donc que des choses qui ont appartenu à des familles juives déportées, parce que Raphaël est persuadé qu'elle a sauvé une centaine de juifs, qu'elle les a cachés et tout. Ben moi, je m'attendais à ce qu'en fait, on ait les cadavres dans la cave.
Je m'attendais pas à ce qu'on ait des chandeliers, je sais pas comment ça s'appelle, dédiés à la pratique religieuse des juifs. Mais moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à ce qu'on tombe sur des cadavres, sur une croix gammée, sur un drapeau nazi, sur un exemplaire de Mein Kampf et des photos de la grand-mère avec Hitler, quoi. Ouais, toi, t'avais retenu quoi ? Dans le prolongement des gougouttes à maman, il y a non, le sauciflard, il reste au placard, bien au sec. Ah oui, il y a, ça doit sentir la litière dans le slibard, quand on parle de la grand-mère. Ah oui, il y a aussi, ça m'a fait rire, putain, c'est plus la Seconde Guerre mondiale ici, c'est un bar à chicha tellement il y a de fumée. Ton ami Vincent Cassel qui avait balancé ça dans le pilote. Mais bon, il y en a plein, il suffit de regarder les réels. Et la fameuse citation sur les gougouttes à maman a été mise par le community manager de Netflix dans le descriptif, en bio. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Ouais, il a pété un plomb, le mec. Mais il y en a plein qui ont réagi comme ça. J'ai vu sur Thread, je crois que j'ai vu ça. Et heureusement qu'il y avait des gens pour rappeler un peu le contexte. Parce qu'aussi, c'est quoi la prochaine étape ? C'est la misogynie ? Ah bah tiens, parlons-en de la misogynie, tiens. Non, c'est peut-être pas la peine. Moi, je les vois venir, hein. Vos remarques de gros libidineux. Ah bah tiens, Ingrid, l'actrice. J'ai l'impression qu'elle aime bien tourner, celle-là. Dans des tournantes. Très mauvais jeu de mots, par ailleurs. Très mauvais. Donc les blagues de beauf comme ça, ici, c'est non. C'est non. Voilà. C'est clair. Voilà. C'est 9. Non, allez. Et c'est pas le chiffre. Et c'est non. Voilà, excusez-moi, je m'emballe un peu, mais j'ai entendu tellement de choses horribles. Super. Allez. Merci. Oui, mon gros saucisson que je vais mettre entre les gougouttes à maman. Oh oui, parce qu'elle a mis un décolleté, la maman. Allez, ça va, merci. Mon gros sauciflard. Merci. Non, messieurs, le sauciflard, il reste au placard, bien au sec. Allez, on finira le tour de table plus tard, comme ça on laisse l'équipe déjeuner tranquillement. Sinon, elle t'a fait rire l'anecdote de Christian Bale Non, elle m'a pas fait rire, mais par contre, elle m'a touchée au moment justement de ce moment un peu intime d'amitié entre Tom et Raph, où Raph lui raconte, on imagine, pour la 50e fois, et Tom, en bon ami qu'il est, fait l'effort de faire croire qu'il l'a jamais entendu et le relance et rigole. Et en fait, à ce moment-là, j'ai été un peu touchée, tu vois, en me disant, ça, c'est un vrai ami, quoi. Enfin, au moment où tu as besoin de soutien et de dire « Ah ouais, t'as un truc super drôle à me raconter », je vais te faire croire que tu me l'as jamais dit. Et je vais te faire croire que c'est drôle. C'est expliqué, je sais plus si c'est Niné face caméra ou en voix off. En gros, c'est la 50e fois qu'il raconte, mais que va faire comme si c'était la première fois. Ouais. On a tous des amis comme ça. Hein. Moi, je pense même être comme ça, d'ailleurs. J'avoue. Tout l'aspect enquête de la série avec le corbeau, les 50 000 € réclamés par un maître chanteur qui menace de poster la fameuse vidéo de Pierre Ninet et de son pétage de plomb avec les gougouttes à maman. Est-ce que ça t'a intéressé, intrigué ? Est-ce que t'étais quand même captivé jusqu'au bout, jusqu'à la conclusion, pour te dire putain, c'est qui ce corbeau ? Est-ce que tu l'avais même deviné ? Enfin, ça m'intrigue de savoir si le côté procédural enquête a fonctionné sur toi, Solène. Alors moi, ça m'a intriguée, honnêtement. Je me suis pas cassé la tête à chercher qui c'était. À un moment donné, j'ai douté sur la grand-mère parce que justement, en plus, quand on apprend qu'elle était collabo, je me suis dit en fait, elle avait tout intérêt à ce que ce film il foire, et sauf que elle a pas réussi à le dire franchement à son petit-fils, et donc c'était mieux juste que le film foire plutôt que d'assumer ce qu'elle a été. En plus, elle en voulait pas au début. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'ai pas été prise dans l'enquête, mais ça m'a quand même un peu intriguée, tu vois, de me dire, enfin, qui ça peut être. Et donc, j'étais contente quand même qu'à la fin, on ait une résolution là-dessus. Toi, t'avais deviné qui c'était ? Non, pas du tout. J'aurais bien aimé que ce soit une grid, en fait. Ah J'aurais trouvé ça tordu de casser le Love Interest. J'aurais trouvé ça marrant. Finalement, non. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu la série, on apprend donc que c'est Slice. Et en fait, je vous dis, j'ai craqué à la fin. Je pense que c'est un des trucs les plus intéressants pour moi dans la série. Dans la conclusion, que ce soit Slice, que Gottesman ne s'épargne pas lui. Ouais, je suis d'accord. Dans le final. Parce qu'en fait, il épargne personne, et donc si c'était épargné, tu te serais dit, en fait, c'est quoi ? C'est une série pour se mettre en lumière, tu vois ? Alors qu'en fait, non, c'est tous des merdes, quoi.
Franchement, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Des Et ils losers. sont tous, c'est tous des losers. Et jusqu'au bout, tu vois. Mon mec me disait qu'il n'avait pas bien compris la fin. Bah, moi, je lui disais qu'en fait, c'était juste à l'image de tout le tournage, c'est un fiasco. Et jusqu'au bout, on termine sur un fiasco parce qu'on ne peut pas être sur une belle résolution avec une chanson et un truc un peu love to love. Bah non, il faut qu'on termine sur une chute, sur un fiasco et je trouvais que pour le coup, ça, c'était réussi. Il y avait aussi un autre rebondissement parce qu'on a l'impression que Pierre Ninet est en prison, alors que pas du tout. Oui, ça j'ai bien aimé, ouais. Ouais, j'ai trouvé ça pas mal aussi. En effet, le fait que non, j'ai pas fini ma chasse au corbeau, je vais tout faire pour coincer lors de cette soirée. En fait, donc tout a été arrêté, le tournage n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et il y a le réalisateur du making-of, Slice, qui a monté un documentaire qui va finir par être projeté lors d'une soirée Netflix événementielle. Les choses sont bien faites. Ouais. Et on est en pleine Inception, là. Et donc, il espère, dans cette soirée, Pierre Ninet, pouvoir coincer le fameux corbeau. Mais vraiment, quand il se fout sur la gueule avec Ninet, mais c'est... Je sais pas ce que t'as pensé de ça, du combat entre la taupe découverte, le corbeau découvert et Ninet. Moi, ça m'a fait doucement sourire parce que c'était vraiment une scène nulle, quoi. Enfin, tu vois, genre un combat comme quand t'es enfant et que tu te chamailles avec tes frères, quoi. T'es là, bon, bah, dac, où est-ce que ça va nous mener ? Au final, on a un truc avec Magali, moi, ça qui m'a beaucoup fait rire dans les toilettes. Et puis, en fait, le résultat de cette course-poursuite, je le trouve assez sympathique. Putain, j'ai déjà oublié Magali dans les toilettes. Tu vois, pour te dire à quel point ça imprime la rétine, hein, cette série. Il se passe quoi déjà ? Elle finit par coucher avec le mec qu'elle visait sur le tournage et à qui elle avait montré sa sextape. Oui, même Ninet en passant lui dit bien joué, meuf. Ouais, voilà, exactement. Il y a un côté chataléré d'ailleurs dans le personnage de Magali. Oui, un peu, ouais. Oh, les enfoirés. Vous l'embousillax ? Ça va, on est carré de la touffe, non ? Ça doit sentir la litière dans le slibard. Qu'elle sent baluche par godasse. Elle va nous la bousiller, la paire de berloutes. Plug sur le trou, c'est une abréviation pour dire qu'il est plugué sur le trou de balle. Attention, gamin, mets pas ton bazar là-dedans, c'est pas un slip, c'est un grille-pain. C'est trop pour moi, j'ai la cafetière qui chauffe, là, je comprends plus rien. Moi j'ai besoin que la bamboche abortable elle envoie du sax un peu. Oui, d'où les parallèles, vous voyez, hein, il y a énormément de parallèles pour moi entre cette série, l'humour de répétition de mec qui a deux pieds gauche dans Fiasco, comme le con interprété par Jonathan Cohen dans La Flamme. Ouais. J'ai l'impression que le passage, même si c'était envisagé plus tôt, le passage de Ninet en docteur juif a influé sur l'écriture de son perso plus tard. Bah alors après, moi si je peux juste donner mon avis, je préfère 1000 fois Pierre Ninet en Raphaël Valland que Jonathan Cohen en Marc dans La Flamme ou le Flambeau. Parce que je trouve justement, et c'est là on revient encore au casting, que Pierre Ninet, il est capable de tout interpréter. Aussi bien le loser qui te fait rire que le pompier, tu vois, dans certains films, ou le docteur juif. Enfin, en fait, il est vraiment capable de tout, alors que Jonathan Cohen, il fait toujours la même chose. Et donc, quand tu lances une série avec Jonathan Cohen, tu sais exactement ce que va être le type d'humour. Alors que sur Fiasco, moi n'ayant vu aucun extrait, j'ai vraiment lancé que pour Pierre Ninet et François Civil, donc je savais même pas ce qu'allait être le type d'humour. Donc ça m'a plu. Dans Fiasco, d'ailleurs, il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est peut-être l'une de mes préférées, c'est quand il joue, il est réalisateur, il doit remplacer au débeauté un acteur, il n'est pas censé être comédien, il joue très mal et après il affine son jeu. Parfait, quoi. Ouais, mais c'est là, tu vois, même François Civil, qui va passer de Tom à Bartabé, au Viking, enfin, en fait, c'est là où tu vois vraiment que c'est des grands acteurs, quoi. Par contre, je dois avouer qu'il y a une chose qui m'a un peu sorti de la série, c'est pour ça qu'à partir du 4e, je me suis mis à plus détester, c'est quand Bartabé profite de coucher avec Ingrid. L'intérêt amoureux de... Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Dans le côté partir en sucette, je me suis dit, hein, tu peux pas faire ça à ton pote ? Mais il le fait pas à son pote parce que c'est Bartabé qui le fait. Voilà, c'est toujours ça la nuance. C'est trop philosophique pour moi là. Tu m'as perdu, Solène. Je m'attendais pas à une émission si hautement intellectuelle sur des sujets en dessous de la ceinture. Oui, clairement. Donc ok, on a passé en revue cette conclusion. C'est censé être une mini-série avec un début, un milieu et une fin. S'il y a une saison 2, est-ce que tu signes ? Est-ce que tu la regarderais ? Bah en fait oui, parce que si c'est le même casting, franchement j'y vais, tu vois. Et aussi parce que moi j'ai un vrai problème, c'est que je peux pas ne pas avoir coché tous les petites coches vues dans mon appli TV Time où je note toutes mes séries. Oh là 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 là, ok. Ah ouais, bah et
eux, c'est des losers un peu toqués. Bah, moi, je suis un peu toquée. J'ai pas dit que j'étais une loser, mais voilà. Je dis ça, Dixit, le mec qui vient d'installer Letterboxd depuis le 1er janvier dernier et qui veut savoir combien de films il mate. Donc, bah voilà. Et donc, moi, tu vois, quand il y a une série qui est commencée, eh ben, il faut que j'aille au bout. Alors, honnêtement, je pense qu'il n'y aura pas de saison 2. Hein. Mais s'il y en avait une avec le même casting, j'irais. Ouais, je pense que les emplois du temps sont pas faciles à coordonner. Donc, c'est même pas garanti. Et toi, tu regarderais s'il y avait une saison 2 ? Je pense pas, non. Non, si c'est pour me farcir le même genre d'humour sur cet épisode à nouveau, je pense pas. Je suis pas contre cet humour répétitif, bas du front, en dessous de la ceinture. C'est juste que j'aimerais que ce soit sur un temps plus ramassé. 3-4 épisodes. Allez, on va dire 4-5 épisodes. Bah là où ils ont bien fait, je pense, c'est de sortir tous les épisodes d'un coup. Ils auraient sorti 2 épisodes, puis 2 épisodes, parce que maintenant Netflix se remet un peu à faire ça. On va le voir prochainement avec Bridgerton, par exemple, où il y a une première partie, puis une deuxième partie. Ils auraient fait ça n'aurait pas du tout marché la deuxième partie. Alors que là, bah, en fait, t'es lancé, bah, tu regardes tout, tu t'arrêtes pas au milieu, même si ça te plaît pas tant que ça, tu vois. Et puis évidemment, le but c'est de plaire à une population plus jeune, hein, avec ces punchlines qui vont être reprises de partout, comme ça a beaucoup circulé sur La Flamme à l'époque. Ouais, voilà, le but c'est d'aller sur TikTok. Hein. On est d'accord là-dessus, ça pue aussi la série algorithmique et je pense que ça aussi ça a contribué à m'agacer, mais bon ce n'est que mon opinion et j'ai quand même ri à l'usure, mais ils m'ont eu. C'est tout, on s'arrête là, on vous laisse vous faire votre propre opinion. Je rappelle que Fiasco est disponible sur la plateforme Netflix. C'est une mini-série qui comporte 7 épisodes. La saison des séries, c'est fini. Un grand merci Solène d'avoir été avec moi pour cette émission. Merci Junior. Dans la prochaine émission de la saison des séries, on vous parlera d'une fiction en noir et blanc, Replay, disponible elle aussi sur Netflix. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries, vous pouvez nous retrouver sur votre appli podcast préféré pour nous dire que vous nous aimez. Vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur les applications Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. N'oubliez pas de nous suivre sur X, anciennement Twitter, @piloteparfait sur Insta, la saison des séries. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.